There's no one cloud that There's no one cloud that fits all. The cloud you use to drive innovation and development isn't always the one you use to bring products to market. The cloud you rely on to launch bold new ideas isn't always the one you depend on to deploy critical services. While some public applications require clouds that are completely private, other individual services demand a scale that only public clouds can achieve. And sometimes the power of a hybrid approach is best seen for reasons that transcend enterprise tech. That's why we believe the software that runs on one cloud should run on all of them. That's why our code is open.
Alors, bonjour tout le monde. Salut Martin, ça va bien? Hey, salut Michael, très bien toi? Oui, super, super. Un beau I'm a vendredi. chief architect for Oups, Canada and the on a un Central petit United peu. States at Red Hat. Today Un we're going petit, petite vidéo qui commence par-dessus l'autre. Désolé, c'est le fait d'être en live, hein, on contrôle pas tout. OK, donc, en introduction, une petite vidéo, Martin, super vidéo, bien fait, je trouve. En Vraiment. fait, qui fait un petit clin d'œil à plusieurs de nos clients en ce moment qui sont en processus, en chantier, en fait, de migration vers le cloud. Euh, Excusez, j'ai un petit problème avec mon vidéo ici. On va juste tasser ça. Désolé, c'est le... Les gens- Ouais. Donc, oui, donc petit clin d'œil cette vidéo-là, mais je trouve ça quand même intéressant ce qui est mentionné dans cette vidéo-là. Je ne sais pas si tout le monde a saisi le message, là. Mais grosso modo, on a vraiment une belle histoire chez Red Hat aussi pour les gens qui sont dans ce chantier-là, qui veulent aller vers le cloud. Même si on n'est pas cloud provider en soi, on a les technologies qu'il faut pour accompagner les clients vers ce grand chantier-là. Donc, y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter, Martin? Puis tout à fait. En fait, c'est ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Adopter le cloud, moderniser nos applications, dans le fond, faire ce qu'on appelle la transformation numérique. Puis souvent, on va focuser sur une technologie, mais c'est pas tout la technologie. Il y a, il y a tout l'aspect culturel, il y a tout l'aspect des processus, l'aspect humain finalement, l'aspect comment on a structuré notre organisation, nos équipes et tout. Puis ça fait une grande différence dans l'adoption de ces nouvelles technologies-là et l'accompagnement. Les gens achètent des solutions, achètent des produits et ne sont pas accompagnés, ne tirent pas profit de ces nouvelles technologies-là. Ça prend de l'aide, c'est nouveau pour tout le monde. Euh, bref, comme tu le dis, si bien, Michael, chez Red Hat, on est là pour aider. Excellent, excellent. Alors, donc, pour ceux et celles qui écoutent pour la première fois, ben, sachez que tous nos archives, les émissions précédentes, on est rendu à la 32e, Martin, déjà. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans qu'on roule maintenant. C'est super. Tout a été enregistré, tout a été conservé. Vous allez voir passer le lien dans quelques minutes sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la mailing list, bien sûr, si vous voulez être notifié quelques jours avant les diffusions. Donc, vous m'envoyez un courriel tout simplement. Le courriel est en haut ici. OK, donc on y va. Prochaine section, qui sont nos événements à venir. Écoutez, la liste sera pas très longue. On a une grosse événement juste avant l'été, qui est en fait le Red Hat Summit. Donc, je sais qu'on en a parlé la dernière fois, Martin, mais Oui. le Red Hat Summit, on est à la 2e session du Red Hat Summit, en fait, 2e semaine. Hein, ça va se passer sur 3 semaines cette année. Donc, on est à la 2e. Pour ceux qui ont assisté à la première, c'était beaucoup de keynote, beaucoup de sessions quand même assez haut niveau. Dans la prochaine vague, là, c'est vraiment les breakout sessions. Je pense qu'il y a plus de 130 sessions d'annoncées. Donc, ça va avoir lieu le 15 et 16 juin. Je peux mettre dans le chat le lien. Bien sûr, si vous voulez vous enregistrer, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On devrait avoir du contenu assez intéressant. J'ai pas eu le temps de regarder les sessions. Martin, je suis pas de ton bord si tu as jeté un œil. Oui, ben tout à fait. Là, j'ai vite fait, là, j'ai parcouru la liste. Faut que je me bâtisse un agenda. Puis ça tombe-tu bien, hein? Ils ont fait ça 15-16 juin. Aucune excuse, là. Vos enfants, ils n'auront pas fini l'école. Il n'y a aucune excuse pour pas participer. Ouais. Puis les sessions vont être super intéressantes. On va parler évidemment de Windows Container, de container en général, mais gros focus sur la sécurité, DevSecOps, la modernisation d'applications, plein d'outils, plein de stratégies pour vous aider à avancer dans votre je vais prendre le terme anglais, je pense que c'est lui qui dit plus, votre journey. Effectivement. Donc, pas d'autres événements planifiés avant l'été. Écoutez, on a eu cette discussion-là interne, je pense, il y a quelques semaines, à savoir est-ce qu'on fait un RUG, est-ce qu'on fait des workshops. Puis écoutez, je pense qu'on est tous un peu... on a tous plein notre casse de la pandémie et des sessions virtuelles, le beau temps est pris. Fait qu'on s'est dit, déplaçons tout ça à l'automne.
et en croisant les doigts. Je pense que ça s'enligne bien, Martin, nous, qu'on fait ça en présentiel en plus, ou du moins semi-présentiel et virtuel, là, peut-être pour un groupe limité. Mais il reste qu'on devrait reprendre le tout, à moins qu'on ait des surprises cet été avec le fameux virus. Mais pour l'instant, tout va bien. Tout ça en ligne. Est-ce qu'on prend les sessions en présentiel cet automne? Donc, pas d'autres événements majeurs pour Red Hat d'ici l'été. Donc, prochaine section, c'est la section des nouvelles et trouvailles, Martin. Puis comme ça fait plusieurs semaines, en fait, qu'on ne s'est pas vu, ben, il y a beaucoup de petites choses qu'on a trouvées pour vous, qu'on a dénichées. Des choses super le fun. Donc, on va commencer avec la première nouvelle. En fait, c'est quelque chose que je présente. Là. Je pense que ça fait 2 ou 3 fois que je le présente aux épisodes. C'est le classement de Fortune, le classement, tu as entendu, des 100 compagnies où il fait bon travailler. Et encore une fois, cette année, Martin, on se retrouve dans ce classement-là. C'est super le fun. 100 compagnies à travers le monde. Et là, je suis en train de montrer à l'écran le classement. Vous montrer où on se situe cette année. Roulement de tambour, on est à la position 27. 27 parmi les 100 entreprises où il fait bon travailler. 27, c'est parmi tous les types de compagnies. Hein. C'est pas juste les compagnies en technologie de l'information. Vous pouvez voir là, qu'on est en avant de SAP America, Deloitte, qui n'est pas une compagnie d'informatique, KPMG. Donc, on est 27e position. C'est un gain, Martin, de 21 positions comparé à l'année passée. Sais-tu quoi? Moi, je suis zéro surpris. Je suis aucunement surpris. Ça fait... Maintenant, j'ai célébré mon 2e anniversaire chez Red Hat. Justement, c'est très, très, très récent, en fait. C'était exactement le 15 mai. Donc, après 2 ans, là, ce que je peux témoigner, vraiment, comment je peux dire? On pense que on va travailler pour une compagnie américaine, puis que bon, on va être un numéro, puis qu'on est loin du siège social. C'est tellement faux. Chez Red Hat, il y a vraiment une culture orientée sur les gens. T'sais, toute l'attention qui est mise sur les gens pour justement s'assurer qu'ils sont bien. Comme par exemple, Michael, aujourd'hui, c'est vendredi, hein? Non, on n'est pas vendredi. Non? Comment ça? Ben oui, on est vendredi. Non, d'habitude, on fait les Twitch le vendredi, mais effectivement, cette fois-ci, on a fait un petit spécial pour faire ça le jeudi. Et pourquoi donc, Martin, on a fait ça jeudi? Parce que, justement, à chaque quart, la compagnie nous donne une journée qu'on appelle de repos. En fait, ils appellent ça un recharge day. Donc, c'est des petites choses comme ça que l'entreprise fait. Puis, tu sais, vous savez, là, dans l'acquisition qu'il y a eu d'IBM, ce en quoi ils étaient intéressés, c'est les gens. C'est les gens. Je veux dire, Red Hat n'a pas vraiment de brevet ou de choses comme ça. Je veux dire, on travaille avec l'open source. On n'a pas notre code source est ouvert. Donc, c'est plus une culture, une façon de faire, puis des gens que IBM est intéressant. Oui, excellent. Oui, bon point, Martin. Moi, ça fait mais toi, tu fêtes tes 2 ans. Moi, je fête mes 12 ans. J'ai fêté mes 12 ans dernièrement. Moi, je suis dans cette culture-là depuis plusieurs années. Et j'essaie de voir, est-ce que je me vois ailleurs aujourd'hui, puis j'ai vraiment de la misère à me voir ailleurs. Là. Red Hat représente tellement ça en quoi je crois le plus, le concept du logiciel libre, le travail en équipe, le travail collaboratif. J'aurais vraiment de la misère à me passer de ça, on en a travaillé ailleurs. Je pense qu'il me manquerait un morceau en moi là, important. Donc, très heureux de faire partie de Red Hat, très heureux de voir qu'on gagne des positions d'année en année dans le top 100 mondial des compagnies où il fait bon travailler. Donc, c'est motivant, c'est le fun. Puis comme tu dis, c'est pas une surprise, on est très bien chez Red Hat. Excellent. Exactement. Donc, prochaine trouvaille, je pense que c'est Martin pour toi. Oui, ben oui, c'est ça. Prochaine trouvaille. En fait, j'allais dire, on est tombé là-dessus. Michael a tombé là-dessus, mais il me l'a montré, ça m'a vraiment intéressé. Ça s'appelle le Cube Burner. Donc, ça sonne grave, ça sonne qu'on va faire des choses qu'on ne devrait pas. En réalité, c'est un outil qui nous permet de benchmarker notre Kubernetes. Autrement dit, question simple. Quand je déploie un conteneur, quand je déploie sur le cloud, je veux souvent, on a toujours la notion de scaler. Hein? Est-ce que je vais pouvoir scaler? Donc, on part petit, puis on dit, OK, je vais scaler à la demande. Est-ce que ça va marcher? En fait, c'est ça. C'est exactement ce à quoi ça sert cet outil. C'est de pouvoir faire un benchmark, dire, OK, c'est quoi les capacités, c'est quoi les limites de ma plateforme? Puis, justement, de sortir les statistiques
Puis, toutes les statistiques sont compilées dans un JSON. Puis, je ne sais pas si tu es en train de montrer la page, Oui. mais il y a même un dashboard Grafana qui vient avec pour nous montrer là, toutes les latences qu'il y a eu pour créer les différentes ressources. Donc, KubeBurner, on peut l'instruire pour dire, OK, ben crée 100 instances de tel manifeste Kubernetes. Puis, bref, on peut l'instruire un peu. Ceux qui ont joué avec Apache Benchmark, je le compare un petit peu comme ça, sauf que là, on va parler spécifiquement de ressources Kubernetes. Exact. Donc, très intéressant, un beau produit, un beau projet à essayer. Oui, puis écoute, pour renforcer, c'est des questions qu'on a souvent, comment je fais pour saisir mon cluster OpenShift? Puis c'est difficile, hein, c'est difficile pour nous de dire, ben voici ce que ça prend, parce que ça dépend des applications, ça dépend tellement d'un paquet de paramètres, mais ce genre d'outil-là peut nous aider là, dans ces démarches-là, définitivement. OK, prochaine nouvelle. C'est une nouvelle qui nous provient de l'espace, Martin. De la station internationale. Donc, oui, écoute, pour ceux et celles qui ont participé, en fait, au Red Hat Summit, ça a été présenté lors des keynotes. Je vais juste faire un retour là-dessus pour ceux qui ont manqué, parce que je trouvais ça vraiment cool comme projet. Donc, dans la station internationale, en fait, vous allez retrouver des technologies Red Hat qui sont là, IBM et HP, pour un système Edge. Donc, en fait, la station internationale collecte une quantité phénoménale de données sur notre planète. Ces données-là, au lieu de les envoyer constamment vers la Terre pour qu'ils soient analysés, on les analyse directement maintenant dans la station internationale. Et ça, c'est grâce au Edge Computing, qui est le principe du Edge Computing. En fait, on veut traiter la donnée où elle est le plus possible. Et ici, ce qu'on fait dans ce projet-là, un projet qui est piloté par IBM, c'est qu'on a un OpenShift qui roule, en fait, sur une machine, un serveur HP, dans la station internationale. En fait, on utilise CodeReady Container qui est là. Donc, c'est un OpenShift sur un nœud. Et d'ailleurs, on a eu des discussions dernièrement à l'interne, Martin, sur ça. C'est un scénario qui s'en vient. Éventuellement, on va supporter pleinement le cluster à un nœud OpenShift bientôt pour des cas un peu comme on retrouve dans la station internationale. En fait, je te l'ai pas dit, mais on s'en est pas parlé. Mais tu sais, on a sur cloud.redhat.com, dans le fond, la page pour créer les clusters OpenShift. Oui. Il y a une section pour, dans le fond, c'est ce qu'on appelle un Assisted Bare Metal Installation. Mm-hmm. Donc, c'est une section qui va générer nos images ISO pour créer notre cluster. Autrement dit, c'est quelques clics, puis on part les machines avec les ISO. Et il y a une case à cocher qui vient d'apparaître, qui est le Single Node Deployment. Okay, donc, proche, oui, exactement. Donc, je pense qu'on est dans Dev Preview ou en Tech Preview. On peut cocher la case. Je ne l'ai pas essayé encore, mais on peut cocher la case et ça va nous générer un ISO. On va partir notre machine. Ça va être un seul nœud OpenShift, tout comme sur l'ISS. Oh, excellent, excellent. Tant qu'à rester dans le domaine des technologies étranges, allons-y avec une autre technologie dans laquelle Red Hat va s'investir, Martin, dans laquelle? Oui, tout à fait. En fait, l'industrie automobile. Alors, ça peut paraître surprenant, mais on s'entend aujourd'hui, là, les autos sont de plus en plus sophistiquées. On va penser tout de suite, il nous vient en tête Tesla. Donc, Tesla, justement, le système d'exploitation qui est utilisé pour la voiture, c'est Linux. Okay? Donc, Tesla a décidé de faire sa petite affaire, dans le fond, avec sa propre saveur de Linux. Mais il y a tout un projet autour qui fait partie de Linux Foundation, qui est le Automotive Grade Linux, qui est en train de se développer. Ce qui est intéressant avec les projets comme ça, qui sont porteurs par des fondations comme Linux Foundation, c'est qu'il y a beaucoup de contributions. Donc, il y a des contributions de la part des constructeurs automobiles. Donc, on va penser à Ford, Jaguar, Land Rover, Nissan, Toyota, sont tous en train de contribuer à ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Red Hat? On contribue à ces communautés-là. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est justement aller sécuriser, aller faire ce qu'on appelle en anglais le hardening de la plateforme. Bref, donner un produit complet, un produit qui est pleinement utilisable en production. Donc, on y travaille, on fait partie de la communauté, un œil ouvert sur ça. Pas de date encore, mais je trouve ça super intéressant parce que ça va être un très, très beau créneau. Puis, fait qu'on va avoir encore une fois, Red Hat, je suis aucunement inquiet qu'on va pouvoir faire un beau travail de ce côté-là puis apporter des belles contributions. Ouais, super. Puis ça fait qu'on va pouvoir avoir un RHEL qui roule dans une voiture.
Donc, on va voir Oui, une voiture stable. qui sait, peut-être je vais pouvoir taper la commande Podman en conduisant. En conduisant. Hey, écoute, honnêtement, moi, ça va être un incitatif pour regarder. Je sais pas quelle compagnie va embarquer avec nous dans cette aventure-là de voiture, mais c'est sûr que de mon bord, je vais jeter un œil à ça. Je vais regarder ça de très près. Ma prochaine voiture va peut-être rouler réel. Je trouve ça vraiment cool. Projet super. Ouais, Excellent. ça va bien. Donc, on y va, Martin, avec prochaine section, les dernières sorties. Donc, encore une fois, comme ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, il y a eu quand même du mouvement dans nos logiciels, hein, quand même Il y en a. des choses assez importantes. Hein. Effectivement, avec le Summit en plus qui est arrivé. Donc, ça, on y va avec la première, Martin. Je te laisse Oui, y tout aller. à fait. Donc, du côté de l'automatisation, hein, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, à quel point c'est important l'automatisation. Donc, du côté de Red Hat avec Ansible, on a déjà parlé vite fait dans une autre session, le fameux Automation Hub de Red Hat. Donc, bref, c'est un endroit où vous trouvez des collections Ansible. Donc, une collection, c'est quoi? C'est en fait voyons, une combinaison de modules, de scripts d'inventaire et tout. Le fait de les prendre sur l'Automation Hub de Red Hat, en fait, on va se retrouver avec des collections qui sont supportées, qui ont été testées. Et donc, une des collections qui vient de tomber GA, c'est celle de ServiceNow. OK? Intégration avec ITSM. Donc, autrement dit, avoir des outils pour automatiser, exemple, la création d'incidents, la création de changements et tout. Fait que, petite tranche de vie dans le passé pour faire exactement la même chose. Là. Je me souviens avoir écrit des dizaines et des dizaines de lignes de code dans des microservices en Java, juste pour interagir avec un ITSM. Quand j'ai regardé la collection ce matin, j'ai fait « Wow! » 4 lignes, puis c'est tout ce que ça prend pour justement créer un incident dans ServiceNow avec Ansible. C'est vraiment très, très efficace. Oui, je suis en train justement de présenter en arrière pendant que tu parles cloud.redhat.com. Donc d'ailleurs, en passant, cloud.redhat.com qui a été rafraîchi au Red Hat Summit. Donc Insight a été bonifié. On a un travail au niveau visuel qui a été fait. Je suis en train de montrer la collection ITSM. Il y a 8 modules pour l'instant de disponibles. Exactement. Puis il y a la synchronisation d'inventaire aussi qui fait partie qui fait partie de la collection. Donc, c'est vraiment important. Ça. Dans le fond, l'inventaire, c'est la clé. C'est un ITSM. Donc, la synchronisation est là. Quand même beaucoup de clients, plusieurs clients qui utilisent ServiceNow. Fait que je pense que ça va plaire à plusieurs. Du côté Red Hat, c'est un investissement assez majeur qu'on a fait dernièrement. On a travaillé très près avec cette compagnie-là. Puis on en a fait plusieurs annonces. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Vous allez en entendre parler encore et des workshops à venir sur le sujet. Autre sortie, Martin, on a une nouvelle version de Kwe. Oui, Kwe 3.5, Michael. Écoute, ça arrive avec plein de nouvelles fonctionnalités. Évidemment, est-ce que je parlais de sécurité au début? Oui, donc la sécurité est au cœur de cette nouvelle release-là. Donc, on va parler de FIPS, on va parler d'encryption. Donc, en fait, il est pleinement, autrement dit, il est pleinement compatible, pas compatible, mais compliant avec le standard FIPS de la NIST. Donc, c'est une grande nouvelle d'un point de vue sécurité. C'est super important. Le registre de conteneurs, c'est carrément la pierre angulaire du système des conteneurs. Hein. Sans ça, les conteneurs ne démarrent tout simplement pas. Ensuite, une intégration de la surveillance à même OpenShift. Ça, c'est extraordinaire. J'ai juste vu le dashboard. Là, c'est ça. Il est en un petit peu de temps pour l'installer. Je suis en train de le montrer en ce moment. OK, excellent. Ben, écoutez, ça, c'est vraiment bien parce que là, même OpenShift, là, je peux voir combien j'ai eu de pull, de push, bref, toutes les statistiques sur mes repositories. On supporte les Helm charts. Puis en fait, c'est ça. Ça fait le tour, en gros, de la nouvelle version, pleinement automatisée par un opérateur. Donc, bel avancement du côté Kwe. Et je crois avoir lu que Kwe, on doit fournir une version à chaque corps. À chaque corps. Okay. C'est vraiment impressionnant. Ouais, quand j'ai lu l'article, c'est une très, très grande cadence au niveau des mises à jour. Donc, ça nous permet de toujours rester up-to-date. Oui, puis assurer du contenu à jour à nos clients. Exactement. Effectivement. C'est bon. Excellent, excellent.
Excellent produit d'ailleurs aussi. Je vous dirais la plupart de nos clients, spécialement au gouvernement, c'est un produit qui, quand on explique un petit peu qu'est-ce que ça fait, c'est automatiquement là, les gens embarquent là-dedans, font l'acquisition là, parce qu'il y a une valeur importante, une valeur ajoutée importante là, que Coué rajoute par-dessus OpenShift. Tout à fait. OK, prochaine sortie, c'est Satellite. Satellite se rafraîchit avec la version 6.9. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec 6.9? Par défaut, on a activé maintenant le Simple Content Access. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, si je vous dis quand c'est le temps de trouver son pool ID pour attacher son abonnement, c'est-tu quelque chose qui est le fun à faire? Martin, t'aimes-tu ça faire ça? Donc, on évite ça avec Simple Content Access. On oublie ce processus d'enregistrement-là. Là, tout se fait de façon pratiquement par magie. On a une console web qui va faire le recensement de ce que vous utilisez. Puis on s'assure que ce qui se retrouve dans cette console-là match que ce que vous avez acheté chez Red Hat, tout simplement. Donc, c'est pour faciliter la vie, enlever cette douleur-là de gérer l'enregistrement des machines à satellite. Je vous dirais, c'est la grosse nouvelle. On a intégré aussi Red Hat SSO. Maintenant, on peut utiliser Red Hat SSO pour s'authentifier avec Satellite. Aller chercher le Two-Factor Authentication, entre autres, qui était demandé dans Satellite. Au lieu de le coder dans Satellite, Martin, on a pris Red Hat SSO, il offrait déjà cette capacité-là. Et d'ailleurs, ce matin, petite parenthèse pour Red Hat SSO, là, on sort du contexte de Satellite, là, mais ce matin, j'étais en session avec un client. Et justement, question qui est venue sur la table, c'est qu'eux, ils regardaient pour coder l'authentification dans l'application, une authentification de facteurs, mais on a dit arrêtez ça. Red Hat SSO vous offre cette capacité-là. Vous n'avez pas à coder votre propre système d'authentification. Prenez une solution. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà... Oui. On a déjà présenté sur Red Hat SSO dans le Twitch, Martin? Je me souviens. Je pense que non, puis je pense qu'il faudrait le faire, parce que ce que tu viens de mentionner, là, en fait, ce qui est important de dire, c'est que Red Hat SSO, il est appuyé sur la communauté Keycloak. Hein? Oui. Et tous les modules Keycloak, que ce soit pour Java ou .NET Core et JavaScript, existent. En fait, on peut les utiliser. Puis, c'est tellement facile d'aller juste insérer le module. Comme exemple, moi, j'ai déjà fait quelques tests avec un front-end, un back-end. Puis, l'intégration avec SSO se fait super bien juste en utilisant le Keycloak.js pour JavaScript, puis les fameux modules via les repositories Maven pour le back-end. Donc, le tout communique ensemble et toute l'autorisation peut être donnée à SSO. Donc, ça simplifie beaucoup le... Écoute, on se prend une note là-dessus, Martin, c'est sûr qu'il faut en parler. Un beau produit, c'est un bon produit qu'on vend. En plus, c'est un produit qui est inclus dans OpenShift et dans notre suite middleware. Puis c'est un produit qui répond à des besoins que tout le monde a, là, définitif. Là. Beau produit. OK, donc on va revenir à nos moutons. On va passer à la prochaine sortie. Une grosse sortie encore, Martin, dernièrement, le 27 avril, c'est Fedora 34. Fedora 34... système d'exploitation que j'utilise en ce moment pour diffuser ce que vous regardez. C'est ce que j'utilise sur mon laptop. Donc, encore une fois, Fedora, c'est notre lab, hein, le lab pour Red Hat Enterprise Linux. On a vraiment fait un excellent travail dans Fedora 34. Vous voyez en fond d'écran une prise d'écran lorsque vous démarrez l'environnement. Donc, un bon visuel. Le visuel a été rafraîchi avec un doc par défaut lorsqu'on va chercher la liste des applications. C'est un doc qui nous est affiché en dessous. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est qui nous fournit ça? C'est GNOME 40, en fait. Donc, puisque GNOME 40 est maintenant intégré à Fedora 34. Peut-être un petit fait, le fun, à propos de GNOME, d'ailleurs, Martin. GNOME 40, ça semble-tu étrange quand je dis ça, GNOME 40? En tout cas, ça me dit qu'il y a eu beaucoup de versions. On a fait un gros saut, effectivement. Donc, au lieu d'avoir des versions 3. quelques, 3.4, 3.7, on est passé à version 4 et on a shifté ça à 40. Donc, la prochaine version de GNOME va s'appeler GNOME 41. Donc, on va augmenter. Donc, changement de numérotation pour GNOME. Ce qui est intéressant dans Fedora, un paquet de petites affaires, là, mais je veux pas qu'on passe trop de temps sur ce produit-là. On a une grosse démo aujourd'hui avec toi, Martin, puis ACS. Donc, Pipewire qui remplace Pulse Audio. Donc, Pulse Audio, c'est ce qui gérait le système audio dans Fedora. Avait ses défis. Hein? On avait des défis à l'occasion avec Pulse Audio.
Donc, on a un monsieur qui s'appelle Wim Twyman qui a travaillé sur un remplacement de Pulse Audio pour Pipewire. Pour ceux qui ne connaissent pas Wim, Wim est le co-créateur de GStreamer, donc il est très fort en contenu multimédia, s'est lancé dans l'audio. Et jusqu'à présent, en tout cas du moins dans les communautés, ce que j'ai lu, Pipewire, c'est vraiment répond aux besoins, il semble beaucoup plus stable que Pulse Audio, semble aussi avoir un meilleur modèle de développement. Donc le futur va déterminer. J'utilise Fedora 34 dès la journée 1 qui est sortie, Martin, normalement j'attends. Mais en fait, mon laptop date d'environ 3 ans. Ça fait 3 ans que je roule Fedora, que j'upgrade. J'ai jamais eu besoin de le réinstaller. Les upgrades, ça passe généralement très très bien. Quelques petits RPM custom qu'on a installés qui accrochent, là, mais sinon, vraiment, je suis impressionné là, de la stabilité de Fedora 34. Vraiment, ce n'est pas un Mac. Oui, on a pu faire... J'en ai parlé au dernier Twitch de Big Sur, ça a été toute une expérience. Fait que si vous n'avez pas essayé Fedora, je vous invite à le faire. Fedora 34, vraiment une belle version du système d'exploitation Fedora. Le 19 mai, on est sorti une nouvelle version de RHEL 8, la version 8.4. Est-ce que j'ai ça ici? Oui, j'ai ça à l'écran. Donc, je vais mettre ça à l'écran. Donc, en fond d'écran, vous avez l'article de la sortie. J'ai mis en jaune les points importants. Donc, on respecte notre cédule 6 mois, Martin. On est aux 6 mois. On avait dit qu'on allait être rigoureux avec ça. Ben, avec RHEL 8.4, on respecte encore cette cadence-là. Ce qu'on a fait d'intéressant dans RHEL 8.4, c'est la portion Edge. On a parlé de Edge tantôt dans l'espace. La portion de RHEL en Edge que j'ai présentée il y a quelques semaines. J'ai fait une démonstration pendant un Twitch que tu étais absent, Martin. Donc, je vous ai initié à comment utiliser RHEL on the Edge. Ce qu'on a fait, on a amélioré en fait l'offre. On a de plus en plus de demandes et vous allez voir de plus en plus d'améliorations avec cette offre-là. Donc, on a simplifié le processus de mise à jour. On a aussi ajouté la capacité de déployer RHEL Edge dans des modes déconnectés. Avant, c'était pas possible. On a instauré à l'intérieur pour la mise à jour des images la capacité d'utiliser OS3. OS3, c'est un paquet de petits fichiers, donc beaucoup plus rapide que de télécharger une image complète. Donc, il y a un article en fait qui fait suite à ce que je viens de dire de notre collègue Ben Breard. Sur les nouvelles fonctions de 8.4, je vous invite à aller le lire. Insight, on l'a dit tout à l'heure, Martin, a été bonifié dernièrement. Tout ce qui est consommation sur le cloud de RHEL, avec les enregistrements et tout ça, c'est jamais simple. Donc, on a simplifié ça avec la version 8.4. On inclut une nouvelle version de Podman, Podman 3, qu'on a déjà parlé dans un ancien épisode, Martin, qui inclut entre autres la mise à jour des images automatiques avec Podman. Oui. Et on a une nouvelle image UBI, les fameuses UBI très populaires chez nos clients. On a une version maintenant micro, donc qui prend très très peu d'espace. Donc vous irez jeter un œil à ça. Et finalement, on a introduit 2 nouveaux role systems, donc des playbooks Ansible, des modules Ansible. Donc pour les systèmes log et SSH, la configuration SSH en serveur et en client. Donc, des belles petits ajouts dans 8.4 qui ont été faits. Excellent. Il nous reste une dernière sortie, Martin, avant la démonstration. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, ça bouge beaucoup. Je ne sais pas combien il y a de développeurs qui travaillent simultanément. Mais maintenant, on va s'attaquer au stockage de OpenShift. Donc, vous saviez, on a déjà parlé de OCS, dans le fond, OpenShift Container Storage. On était en version 4.6. Maintenant, on tombe en version 4.7. Et pour cette nouvelle version-là, en fait, on a changé de nom. Donc, ça s'appelle maintenant le OpenShift Data Foundation au lieu de OpenShift Container Storage. Donc, ça, c'est un des changements. Et c'est accompagné de plusieurs fonctionnalités, dont l'encryption. Donc, une encryption complète. Une délégation des clés. Donc, c'est un besoin là, qu'on voit de plus en plus. Donc, être en mesure, justement, de faire affaire avec un vault externe pour gérer les clés d'encryption. Donc, maintenant, ODF est capable de
de communiquer avec ce système-là, d'utiliser les clés finalement externes. Au niveau de la gestion des objets, on va parler de caching parce que c'est rendu très, très populaire, c'est rendu très, très important. Donc, on veut que les gens puissent bénéficier du stockage d'objets. Donc, on va accélérer l'accès à ces objets-là. Il y a même un accès, il appelle ça un accès namespace. En réalité, c'est comme un proxy vers un autre cloud. Donc, autrement dit, je parle à ma plateforme, mais en arrière-plan, de façon complètement transparente, je stocke l'objet sur un cloud, peu importe qu'il soit Azure, AWS, Google. De façon complètement transparente, on supporte vSphere 7. Et nouvelle fonctionnalité, le métro DR. Donc, autrement dit, maintenant, puis je l'ai vu en démo hier, je crois, Michael. Je pense que c'était hier matin. On peut créer ce qu'on appelle un cluster OpenShift, un stretch cluster OpenShift. Donc, je peux être sur différents centres de données. Évidemment, je dois avoir la connectivité. On parle de métro DR, donc ça veut dire que j'ai des liens réseau qui atteignent une latence de moins de 5 millisecondes. Mais si j'ai ce type de réseau, donc je peux faire le fameux stretch cluster et ODF va être pleinement au courant de sa position. Donc, on va être en mesure de créer ce qu'on appelle des zones des zones de centre de données, finalement, pour que ODF puisse réagir d'un point de vue des données. Donc, la résultante, c'est qu'on peut complètement perdre un site et notre application va continuer à consommer son stockage. Ça va être complètement transparent. Et parce que ODF utilise Ceph, ben Ceph est capable de se reconstruire. Puis, plus on ajoute de nœuds, plus on a de résilience et de performance avec Ceph. Donc, des belles additions pour 4.7 et beaucoup à venir pour 4.8 aussi. Absolument. C'est tellement un beau produit, là. Ça s'installe tellement facilement. Ouais. Puis, je veux dire, tu sais, on en a parlé, Martin, dans des émissions précédentes. Installer Ceph manuellement, on va se casser la tête pendant plusieurs heures avec ODF. Maintenant, c'est quelques clics, et ça s'installe. Donc, je l'ai fait encore dernièrement et je trouve ça vraiment super. Ça impressionne bien des gens aussi quand on fait les démonstrations. Juste te dire, Martin, on a eu des petits problèmes de connexion pendant que tu parlais. Là, je pense que j'ai eu une coupure de mon côté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont manqué. On a eu des commentaires. C'est vraiment une coupure d'Internet. Là, ça a duré 2-3 secondes. J'ai Oryx57 qui nous souhaite bonjour, qui nous dit bonjour, et qui dit qu'il a profité pour passer en Fedora 34. Silverblue, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais c'est un build spécial de Fedora 34. De Fedora, en fait, c'est pas juste 34, là, mais qui est une espèce d'OS qu'on peut pas démolir, là, en fait, tout, quand on installe quelque chose à l'intérieur de Silverblue, c'est en container. Donc, c'est une belle variante de Fedora. Je sais pas, Oryx, comment ça se passe jusqu'à présent. Je l'ai pas essayé encore. C'est quelque chose que je vais essayer éventuellement, mais on a tellement de choses à essayer. On manque de temps. C'est ça. Et là, je viens de voir qu'on a des petits spammers qui s'amusent dans le chat en ce moment. Donc, je vais devoir resserrer les règles avec notre engin de chat. Donc, désolé là, pour les gens qui sont en train de voir les spams en ce moment. Il y en a 2 là, qui viennent de passer. Donc, on va essayer de corriger ça pour le prochain épisode. Donc, Martin, tout ça nous amène au sujet principal aujourd'hui. Qui est un nouveau produit chez Red Hat, une nouvelle acquisition. Oui. Donc, je te laisse là-dessus. Donc, démo de ACS. Tout à fait. Donc, nouvelle acquisition par Red Hat, encore une belle acquisition stratégique. Donc, la compagnie StackRox. La compagnie StackRox qui a créé un produit de sécurité. Mais en fait, la beauté de ce produit-là, c'est qu'il agit à tous les niveaux, donc à tous les niveaux du cycle de vie d'une application. Okay? C'est un outil de sécurité qui va devenir, où on va pouvoir intégrer la sécurité dans nos déploiements applicatifs, dans nos conteneurs, et de façon intégrée, de façon transparente. En fait, la solution ce n'est pas une solution qui a été bâtie dans le passé, par exemple, pour des machines virtuelles ou autres systèmes. C'est une solution qui a été bâtie pour les conteneurs, exclusivement pour fonctionner avec Kubernetes. Okay? Donc, ça, c'est très important parce que ça change tout
c'est pas un outil, bref, qu'on a adapté. C'est vraiment un outil bâti sur la réalité de Kubernetes. Et enfin, Martin, c'est très important, je dirais. C'est vraiment ce qui différencie de plusieurs solutions qui existent sur le marché, là, d'avoir ce lien-là direct avec Kubernetes. Et vous allez le voir dans la démo de Martin dans quelques instants. Là, c'est vraiment du temps réel. Là, c'est impressionnant. Oui. Alors, je vais partager mon écran. Oui, un petit peu. Je te donne accès. On y va. C'est bon. On y va. Parfait. Comme ça. Alors, voyez mon écran. Oui. Je vais juste mettre ça ici. Oui, bon, donc, alors, fait que juste pour te mettre un peu en contexte, donc, la solution, en fait, de ACS, donc Advanced Cluster Security, donc, encore une fois, c'est une compagnie dont on a fait l'acquisition, StackRox, qui était une compagnie à code source propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait chez Red Hat avec ça? On prend le code source, ça devient open source. Donc, la communauté du projet, dans le fond, si vous allez sur GitHub, ça va devenir stackrocks.io, qui va être, et sur GitHub, vous voyez déjà là, des repositories qui commencent à arriver. Donc, avec le nom StackRox. Donc, le nom va rester pour le projet communautaire et le produit qui est validé par Red Hat va être Advanced Cluster Security. Donc, vous voyez ici, dans le fond, le but de ce produit-là, c'est vraiment d'amener la sécurité au niveau du build, au niveau du deploy, au niveau de run. Autrement dit, je touche l'ensemble, comme j'ai dit tantôt, le cycle de vie complet de mon application. Donc, ce n'est pas juste parce que souvent, on a des solutions, c'est des image scanners. Hein, donc, je peux scanner une image, détecter une vulnérabilité. Comme Quay, en fait. Quay fait ça, entre autres. Et oui. ACS s'intègre à Quay. ACS s'intègre, vous le voyez ici, à différents systèmes. Bref, il s'intègre à notre écosystème. L'affaire, dans le fond, le gros avantage, c'est qu'ACS ne va pas juste faire une fonction, il va vraiment amener l'ensemble des fonctions. Fait que si on commence commençons avec le build, OK? Donc, j'ai intégré actuellement ACS à Tekton. Donc, j'ai OpenShift, j'ai un pipeline ici que j'ai défini. Donc, c'est un pipeline qui va chercher un code source j'utilise, dans le fond, les builds intégrés dans OpenShift. J'envoie mon image sur Quay, je scanne l'image. Mais avant de l'envoyer en production, on va vérifier si je passe les politiques que j'ai établies dans ACS. Donc, si on regarde ma dernière exécution, on va voir que toutes mes étapes ici ont passé, mais rendu au check, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'ai pas réussi à faire la promotion de mon image en production. Et pourquoi? Eh bien, j'ai une politique ici qui a été enforcée. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que si j'ai des CVSS qui sont réparables, qui sont fixables, qui sont plus hauts que 7, alors je ne veux pas aller en production. Je dois réparer ça. Je retourne sur la planche à dessin. J'importe des nouvelles librairies. Donc, dans ce cas-ci, ma librairie Jackson, je devrais la mettre à niveau. Donc, je devrais utiliser la nouvelle parce qu'elle a ici le CVE ici en question. Donc, ça, c'est la portion du build. OK? Donc, je peux déjà restreindre l'accès à mon image. Maintenant, comment je fais pour voir qu'est-ce qui roule en production? OK? Donc, si je m'en vais dans la console de ACS. Donc, comme vous voyez, déjà, très rapidement, Red Hat est allé changer l'apparence, finalement, de la console graphique. On a mis, bon, évidemment, notre logo. Donc, vous voyez ça, Advanced Cluster Security. Donc, au premier abord, quand je regarde ma console, je ne suis pas fier de moi. Hein? Ça, c'est mon cluster de lab, de test. Je fais plein de choses, plein de niaiseries avec ça. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, évidemment, en production, on va essayer d'avoir des chiffres un petit peu plus bas. Hein? Mais ça vous donne une idée de la visibilité qu'on a sur nos environnements. Et la console que vous voyez là, ce n'est pas juste pour un cluster. C'est pour l'ensemble de mes environnements. Donc, je pourrais avoir 5, 6, 10 clusters et je vais voir les chiffres de façon consolidée pour l'ensemble de mes environnements. Ça, c'est très important. Très, très, très important. Donc, premier aspect qu'on peut explorer,
c'est la visualisation graphique. Exemple, je vais vous poser une question, même si vous ne pouvez pas répondre, mais votre conteneur que vous avez déployé, il parle à quoi? Il parle à qui? C'est quoi les flows réseau qui sont légitimes pour votre conteneur? Alors, dans le fond, ACS a la capacité de parler au SDN, Software Defined Network, qui est dans OpenShift ou Kubernetes. Puis, il a la capacité de lui parler et d'aller explorer qu'est-ce qui se passe au niveau de la réseautique. Donc là, j'aurais dû faire ici un refresh. On va attendre juste un petit peu. Je fais un refresh ici. Qu'est-ce qui va se passer? ACS va monitorer constamment le SDN. Et là, ici, je vois mon conteneur. Pour l'instant, je n'ai pas de communication. Je viens de faire, comme je vous dis, là, je viens de faire des petits refreshs sur ma page. Puis, dans très peu de temps, ici, je vais voir qu'il y a des mises à jour. Donc ici, bon, j'ai des nouvelles mises à jour. On va attendre encore un petit peu. Ça prend environ comme 15-20 secondes. Et puis, je vais voir avec quoi mon conteneur a communiqué, qui a parlé à ce conteneur-là. Et ensuite, ça va me permettre de créer des network policies, donc pour segmenter puis restreindre l'accès d'un point de vue réseau à mon conteneur. Okay? Martin, pendant que ça travaille, petite question Oui. pour toi. Y a-tu des agents installés dans les nœuds, dans les pods? C'est quoi le prérequis? Oui. Oui. Alors, on installe la console sur un cluster OpenShift. Ensuite, on installe la console sur un cluster OpenShift. Ensuite, dans les clusters, je peux vous le montrer. Dans le fond, ici, oui. Je peux tout simplement faire New Cluster et ça va générer pour moi, dans le fond, un script, un paquet que je peux déployer sur le cluster que je veux gérer. Okay? Donc, c'est très simple. En fait, quand je crée le cluster, j'ai juste à identifier, là, est-ce que c'est une distribution OpenShift, une distribution Kubernetes vanille. Donc, ouais, exactement. Fait que j'ai juste à spécifier ça. Je rentre quelques options, puis le tour est joué. Là, personnellement, je n'en ai pas ajouté. Par contre, j'ai travaillé avec un client qui l'a fait. Lui, il me l'a montré. On a associé un nouveau cluster. Puis c'est le fun, dans la même vue, il voit l'ensemble de sa sécurité. Donc, ici, juste voir. OK, parfait. Excellent. Donc, vous voyez ici, mon graphique, c'est complété. Autrement dit, je vois que j'ai eu des communications vers Amazon parce que mon nom de domaine est hébergé chez AWS. J'ai évidemment parlé à une entité externe. Oui, parce qu'en fait, cette application-là vérifie où est-ce qu'elle roule. Alors, je peux générer ici mes network policies. Regardez, 2 clics et automatiquement, ça me dit, ben, tu devrais appliquer cette network policy-là. Donc, si jamais, en appliquant cette network policy, si jamais j'ai un autre flow, ben, je vais être en mesure de soit bloquer les autres flows ou du moins être notifié par ACS. Donc, ça, c'est la portion réseau. OK? Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, puis là, on a vu tantôt au niveau du build, donc on a buildé notre application, on a réussi à restreindre de ce côté-là. Maintenant, Martin, juste à revenir sur Network Graph, là, juste pour compléter, là, parce que c'est une question qu'on a souvent des clients. Comment je fais pour voir ma topologie réseau? On avait en microservice, on avait Istio, mais on n'avavait rien en dehors d'Istio qui pouvait faire ça. Fait exact. Que ACS vient pallier à ce manque-là qu'on avait. Là. Je pense que c'est un gros gain qu'on fait là, ici au niveau réseautique. Oui, commentaire, tout à fait. Ça revient souvent. Oui, très bon point. Oui, c'est une question qui revient souvent. Puis c'est vraiment quelque chose, souvent, on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe. Puis c'est pour ça que c'est très, 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 très intéressant. Maintenant, si on regarde au niveau des violations, dans le fond, je peux aller voir qu'est-ce qui se passe sur, par exemple, un namespace. Donc, je vais prendre ma fameuse application que j'ai compilée tantôt. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette application-là? Eh bien, bon, j'ai eu certaines violations. En fait, j'ai même pas été capable de déployer mon application. Elle a été bloquée. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe. Autrement dit, ici, c'est mon... là, je sais que c'est probablement petit, là, mais je vais essayer de déployer mon application. Donc, déploiement, S3 Quarkus. Et regardez ici, là. J'ai mis des requests de 5 CPU, limite de 6. Donc, c'est énorme. C'est démesuré pour mon application. Alors, je peux créer des règles, exemple, qui vont dire, ben, en haut de 4 CPU,
Non, tu sais, je ne veux pas déployer. Bref, n'importe quel champ dans le conteneur, je peux créer une politique pour restreindre ou du moins informer l'administrateur. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vraiment enforcé la policy. Donc, si j'essaie d'appliquer ce déploiement, il devrait être refusé par le Admission Controller qui est fourni avec ACS. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas pu créer. Il y a une policy qui s'appelle Test CPU Limit que j'ai créée. Bon, comme vous voyez, j'ai pas mis trop d'informations dedans, mais j'ai requesté 5 cores. Alors, automatiquement, j'ai été bloqué finalement par StackRox, ici, par ACS. Okay? Donc, si on va voir cette policy-là, je vais vous montrer à quel point c'est facile de les manipuler. On va aller dans les policies. Donc, policy, elle s'appelle test, hein, test CPU limit. Donc, je clique sur cette petite policy qui est là. Alors, cette policy, on va faire un edit. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, elle s'exécute au deploy. OK? Donc, tantôt, j'avais une policy qui s'exécutait au build. Maintenant, j'ai le life cycle, c'est au deploy. Donc, au deploy, qu'est-ce que je vérifie? On va regarder ici. Regardez, c'est tout du drag and drop. C'est hyper facile de monter sa policy. Donc, mon container CPU request is greater than 4. S'il est plus grand que 4, automatiquement, je vais failer la politique. Donc, si je voulais ajouter d'autres informations, exemple, le memory request, j'ai juste simplement à copier-coller la clé en question et je peux, bref, mettre des equal to, des opérateurs comme ça, des and, des or. Bref, c'est extrêmement flexible, extrêmement facile. Et est-ce que les policiers s'exportent sur la question? Est-ce que je peux les sauvegarder? Oui. Donc, un export en JSON, un import en JSON. Donc, tout ça peut être, en fait, stocké sur un Git, là, puis on peut reconstruire nos policies. Et à la fin, actuellement, bon, il me dit que j'ai pas de violation. Évidemment, j'ai pas déployé rien. Okay? Et si je vais à la dernière étape, donc, ça se passe au deploy et on me demande est-ce que je veux le enforcer. Donc, je pourrais dire non. OK? Je ne vais pas l'enforcer parce que vous avez vu, je n'ai pas été capable de déployer. Donc, si je fais ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai réenregistré ma policy. Je vais aller essayer de déployer mon application. Ça va fonctionner. C'est tout à fait normal parce que je n'enforce pas, mais je vais être au courant par contre. Donc, si je retourne ici dans les violations, il y a des grosses chances qu'on voit la violation de cette policy-là, bref, qui va apparaître d'ici peu. Et donc, en fait, c'est juste celle-là. Ouais, ça, il y en a un. Donc c'est ça. Fait qu'on voit ici que j'ai quand même frappé la fameuse policy. Okay? Donc, si on regarde à un autre niveau, maintenant, au niveau des vulnérabilités, alors je peux toujours, via les namespaces, je vais aller voir un autre projet ici, SSH démo. Donc, vous voyez, j'ai un namespace ici, et là, j'ai toute l'information. Le namespace, il y a un déploiement, une image qui fail une policy, OK, mais elle n'était pas enforcée, donc j'ai la visibilité dessus. Et dans cette image, on a détecté 7 CVE, 7 qui sont réparables. Donc, à cause de ça, je n'ai pas respecté la policy. Et là, je peux aller inspecter ici. Bon, le fameux CVE qui est affecté par cette image-là, bon, qu'est-ce qu'il y en est? Je peux cliquer dessus. Et le pourcentage global de l'environnement impacté à travers tous mes clusters. Imaginez la visibilité. Fait que là, ici, autrement dit, ce qu'on dit, c'est que j'ai 5 déploiements qui ne passent pas ce check-là, qui ont ce CVE-là. Donc, c'est pas juste un container, c'est d'autres containers. OK? Donc, c'est super important. C'est une belle visibilité. C'est vraiment Martin, très, très complet. Oui. Avec quoi on peut voir ce genre de visibilité-là? C'est quoi la différence quand on compare à quoi versus ACS? Oui, ben, c'est une excellente question. Puis en fait, il y a plusieurs réponses à ça. Première réponse, l'engin de scan qui détecte les vulnérabilités dans Coué, en fait, on peut intégrer, on peut utiliser ACS pour, en fait, on peut configurer ACS, excusez-moi, pour utiliser Coué comme image scanner. Okay? Première des choses. Deuxième des choses, Coué va tout simplement me fournir l'information.
Fait que c'est déjà excellent. Mais est-ce que Quay peut vraiment venir agir à différentes étapes? Est-ce que je peux bloquer un déploiement? Parce que je pourrais même bloquer le déploiement. Là, tantôt, je l'ai bloqué à cause d'un CPU request, mais je pourrais le bloquer parce que, exemple, j'ai des CVE présentes sur l'image que j'essaie de déployer. Donc, ça va très, très loin au niveau des contrôles de sécurité. Puis la dernière chose que je veux vous montrer au niveau, c'est la dernière action quand on me dit je peux prendre des actions au niveau du run. Donc, on va changer de namespace ici. On va aller dans SSH et on va aller voir les pods. Donc, j'ai créé un pod que j'ai appelé passoire. Pourquoi? Alors, vous allez le voir bientôt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à ce pod-là. Puis, on va faire des petites choses. Là. On va regarder système des fichiers. On va regarder, vous allez tout de suite comprendre pourquoi que c'est une passoire. SSHD config dans un conteneur. Non, jamais. OK, s'il vous plaît, jamais. Ça ne pas SSH dans un conteneur, à moins d'avoir une bonne raison. J'ai déjà vu des cas où il y a des bonnes raisons. Donc, je vais faire différentes commandes. Touch, test. Sans une plateforme comme ACS, comment je peux voir ça? Comment je peux avoir la visibilité sur ce qui se passe dans mes environnements? C'est impossible. Donc, avec ACS, ici, regardez, je peux aller voir mon namespace, OK? SSH, démo, ma passoire, ici. Donc, je peux cliquer sur ma passoire. Et, en fait, juste avant d'aller là, on va regarder au niveau des violations. OK? Donc, mon namespace, SSH, démo. Oh! Là, ça va pas bien ici. Là. Ma passoire est pas belle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est j'ai mes fixables CVSS, on les a vus tantôt. Mais en plus, je vois ici qu'il y a eu une action, quelqu'un s'est connecté. Et j'aurais pu enforcer cette policy-là. Autrement dit, je pourrais restreindre l'accès en terminal à mes pods. Je pourrais refuser cet accès-là et même afficher un message à l'utilisateur pour dire non, si tu as besoin d'accès, contacte l'administrateur. Parce qu'on ne devrait pas faire des actions directement dans des pods, à moins d'être en mode diagnostic. Donc, première des choses. Deuxième des choses, si je veux voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette session-là, je vais aller ici au niveau du risque. Vous allez voir à quel point c'est complet. Donc, je vais cliquer sur ma passoire ici et je vais aller dans le Process Discovery et j'ouvre cette fenêtre-là et regardez. Je vois toutes les exécutions à l'intérieur de mon conteneur. Regardez, j'ai un BNSH. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ls tantôt. Ensuite, j'ai fait un cat de ETC, SSH, SSHD. Là, je peux exporter ça puis voir l'historique de qu'est-ce qui s'est passé. Puis vous voyez, évidemment, j'avais testé un petit peu avant. Donc, je vois mes anciennes exécutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est bon, j'ai de la visibilité, mais si je veux, parce qu'on va se souvenir, c'est une passoire. Ce container contient le process qui s'appelle SSH. Est-ce que je veux vraiment que quelqu'un puisse me partir un conteneur avec SSH? Peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le partir SSH. Hein? SSHD. Enter. Regardez, mon pod est terminating. Mon pod s'est fait tuer, littéralement. Donc, le ACS s'est rendu compte de l'action. Moi, ici, j'ai si je retourne au niveau des violations, on va le voir. Je regarde ici, SSH démo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé une policy que j'ai enforcée, qui, elle, s'exécute au lifecycle runtime. Et, en fait, je l'ai considérée comme critique, et tellement critique que l'action, dans le fond, dans l'enforcement, l'action est carrément de détruire le pod en question. Donc, j'ai un niveau de contrôle total sur l'ensemble de mes environnements. ACS est un super outil qui permet d'accéder à ce qu'on appelle le fameux DevSecOps en pouvant prendre des actions sur l'ensemble du cycle de vie. Eh bien, l'outil peut s'intégrer, comme je l'ai montré, autant au pipeline, autant aux administrateurs de la plateforme, qu'aux gens d'opération pour les opérations en jour 2. Donc, ça fait le tour de mon côté. Je vais arrêter mon partage, Michael. Oui, c'est bon, vas-y. Excellent. Super, super. Écoute, Martin,
Magnifique démo. Faire une démo d'ACS en 20-25 minutes à peu près qu'on a pris. Félicitations. J'ai fait mieux, hein. J'ai fait pire. Oh oui, écoute, il y a des fois, on se fait demander de faire des démos dans des temps encore plus records. Plus records, effectivement. Oui. Non, bienvenue dans notre monde d'architectes de solutions où on fait des démos sur le coin d'une table. Ouais, c'est ça. Bref, super outil, Martin. Je pense que ça va plaire. Si vous avez jamais vu ACS, je pense que ça va vous plaire. Je pense qu'avec ACS, Martin, déjà avec OpenShift, on faisait trembler la compétition. Oui. Si on met ACS par-dessus, on les fait trembler encore plus, j'ai l'impression. Exact. Puis, vous savez, la sécurité aujourd'hui, là, c'est plus que jamais une considération importante. En fait, on l'entend, si vous regardez un peu les nouvelles, c'est constant. C'est à chaque semaine, on entend des compagnies qui ont eu des attaques ou autres. La sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous, autrement dit. Dans une organisation, puis encore une fois, je reviens avec le DevSecOps, puis c'est pas parce que c'est un buzzword, parce que c'est vraiment la bonne façon de faire. La sécurité, en fait, devrait être invisible, omniprésente, partout. Dans toutes les sphères. Ouais. Donc, c'est super important. Puis, il faut se doter d'outils, mais je reviens à ce que j'ai dit au début. Au-delà de l'outil, ça prend tout le change de processus, tout l'aspect humain pour permettre justement cette intégration-là à la largeur de l'entreprise. Super. Fait que Martin, ça met fin à notre émission d'aujourd'hui. J'espère que les gens que vous êtes en ligne, là, vous étiez à plusieurs aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Et je pense qu'on va se dire à la prochaine. Donc, bon congé demain, Martin. Et merci, toi aussi. Bon. Merci à tous. Bye.